5B2. Oscillation forcée d'un système discret. Donc, je reprends un système discret, donc un système masse-ressort, parce que bon, c'est assez parlant, vous avez déjà fait ça depuis la terminale, hein, les systèmes masse-ressort, je crois. Et bon, c'était un petit peu plus simple en terminale, c'est vrai, mais vous avez vu ce genre de système. Il n'y a plus masse-ressort? Il n'y a plus de ressort. Il y a de moins en moins de trucs, je ne sais pas ce qui va rester l'année prochaine. Alors, on va maintenant, donc on a juste deux masses, on va les prendre identiques. Et on a trois ressorts qu'on va prendre identiques. Donc bien sûr en devoir, pour voir si vous avez compris, je peux changer la raideur d'un ressort, changer une masse par rapport à l'autre, mettre 4 masses au lieu de 2. Bon, voilà, on peut s'amuser comme un petit fou quand on fabrique un sujet. Hein. À gauche, au lieu de mettre un point fixe, je vais mettre un moteur qui va tourner, voilà, et qui va donc, grosso modo, tirer sinusoïdalement, latéralement, donc sur le ressort de gauche. Donc, je peux admettre, par exemple, que le déplacement de ce point de fixation, je vais l'écrire, je vais le noter psi, alors il faut bien que je prenne les notations du dessin qui arrive après, voilà. Psi de t égale psi 0 cosinus grand oméga t. Donc, ce sont des oscillations forcées parce que j'impose, avec un moteur, j'impose le mouvement latéral de ce point de fixation. Hein, donc, je me suis débrouillé avec un moteur, avec un système, des fils, etc. Hein. Je me suis débrouillé pour qu'on ait un mouvement approximativement latéral et sinusoïdal de ce point de fixation. En fait, si vous prenez précisément, si vous prenez à partir de là un fil suffisamment long, vous le reliez à un moteur et là, vous avez vraiment un mouvement latéral sinusoïdal à démontrer. Bref, j'admets ça. Qu'est-ce qui se passe pour mon système de masse? Précisément, à quelle fréquence je vais rencontrer une grande excitation des masses? Pour quelle fréquence les masses vont-elles se mettre à osciller fortement? Voilà ce qu'on va chercher maintenant. Alors, comme pour les systèmes libres, je vais noter, je vais trouver une notation. Alors là, j'ai un dessin à la fin avec x. Je vais reprendre ce dessin-là. Je vais noter, non pas psi cette fois, mais x, le mouvement latéral d'une masse. Mettons ça, c'est la masse numéro 1. Je vais noter x1 de t, le déplacement latéral de cette masse par rapport à la position d'équilibre. Et bien sûr, x2 de t, c'est deux fonctions du temps, je ne les mets pas à chaque fois. x2, le déplacement latéral de la masse numéro 2. Hein, donc la question qui se pose, c'est pour quelle fréquence ces déplacements x1 et x2 auront une amplitude importante? Pour quelle fréquence d'excitation grand oméga? Alors, première étape, on met en équation, hein, si c'est de la mécanique, donc c'est le PFD. Voilà, je pense que si je vous posais ça en problème, ça irait. Bah oui, parce qu'on l'a fait quand même 3 fois maintenant. Hein. On l'a fait en TD, puis on l'a fait en cours. On l'a fait pour le système libre, c'est exactement les mêmes équations. Regardez, vous prenez par exemple la masse numéro 1. Essayez d'y penser en même temps que moi, normalement ça doit aller vite, on l'a fait 36 fois. PFD, c'est masse fois accélération, c'est-à-dire x1 2 points, est égal somme des forces exercées sur la masse 1. Ici, il y a l'allongement du ressort de droite qui tire vers la droite. Hop, l'allongement du ressort de droite, c'est quoi? C'est x2 moins x1. Ça tire vers la droite avec un coefficient de raideur k, vers la droite, donc signe plus. Par contre, à cette masse est accroché un ressort à gauche. Quel est l'allongement de ce ressort de gauche? C'est cette fois, c'est x1 moins psi. Psi, c'est la longueur qu'impose le moteur, hein, la position du point de fixation à gauche. Donc, moins k fois x1 moins psi, moins, pourquoi? Parce que le ressort de gauche, il tire vers la gauche si le ressort de gauche s'allonge. Donc, bon, j'essaie de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je vais tout diviser par m.
Et je vais introduire, puisque je vois qu'il y a K sur M partout, je sais que K sur M, c'est homogène à une pulsation au carré. Je vais directement, allez, je ne vais pas le faire directement, j'écris donc x1 de point. Ici, si je regroupe les termes en kx1, donc plus mx1 de point, plus 2kx1, moins kx2, est égal à k fois psi. Psi, c'est psi 0, cosinus grand oméga t. Je divise tout par m. Pour faire plus joli, ça fait x1 de point plus 2k sur m, x1, moins k sur m, x2, est égal à k sur m, psi. Donc comme je le disais, j'ai failli l'écrire directement, k sur m c'est homogène, on commence à avoir l'habitude à une pulsation au carré, je vais la nommer oméga 0 carré. Donc ça simplifie un petit peu l'écriture, x1 de point, comme ça j'irai un peu plus vite pour la deuxième équation, plus 2 oméga 0 carré x1, moins oméga 0 carré x2, est égal à, bon allez je vais laisser ce k sur m, k sur m psi. Oui? Alors, on met le oméga 0, d'accord. Mais il est moins intéressant, enfin vous allez voir pourquoi. Voilà, ça c'est le PFD pour la première masse. Allez, essayez de faire en même temps que moi le PFD pour la masse numéro 2. C'est pas plus compliqué, c'est même peut-être plus simple. Donc masse 2. Alors je dis rien parce que vous faites ça en même temps que moi. Bon, voilà, j'ai fait le PFD pour la masse numéro 2, ça ressemble beaucoup. Il y a une question là-dessus? Voilà. Oui. Pourquoi moins kx2? Parce qu'en fait, vous pouvez considérer qu'ici, il y a une troisième masse, mais qui ne bouge pas. Le point de fixation ne bouge pas, par définition. Donc en fait, le ressort de droite, si on l'appelait x3, le mouvement nul de cette masse, ça ferait moins k fois x3 moins x2. Avec x3 qui vaut toujours 0. Voilà. Plus k, facteur de x3 moins x2. Voilà. Avec x3 égale à 0 tout le temps. C'est bon? Voilà. Ça, c'est pas compliqué, hein, franchement. Si vous avez compris ce que j'ai fait avec les oscillations libres, c'est les mêmes équations. Pour l'instant, c'est tout pareil. Alors, question, comment résoudre cette horreur? Alors, dans le cas général, je ne peux pas encore le faire tout de suite, mais c'est à la limite de ce que vous pouvez faire avec l'algèbre linéaire. Alors, vous n'avez pas encore fait, je viens de me renseigner, vous avez fait les vecteurs propres, les valeurs propres, vous en êtes presque à la diagonalisation et ça suffirait pour généraliser beaucoup ce que je vais faire. Alors, bon, je vais me contenter de ce que vous avez et on va résoudre ça par une astuce. On a donc deux équations différentielles linéaires. Mais qu'est-ce qu'elles ont d'un petit peu plus compliqué que les équations différentielles que vous avez vues jusque-là? Très bien, elles sont couplées. C'est-à-dire que vous avez dans la même équation différentielle, vous avez deux fonctions du temps différentes. Vous avez x1 et vous avez x2. Donc, recette générale, il faut les découpler. Alors pour ça, l'ingrédient mathématique qu'il faut, c'est ce qu'on appelle la diagonalisation des matrices. Alors vous êtes sur le point de le faire, mais trop tard, j'en ai besoin tout de suite. Alors, astuce, pour découpler, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme et la différence de ces deux équations-là. Donc, astuce. Ça, c'est l'équation 1. Ça, c'est l'équation 2. On va faire la somme de ces deux équations. Qu'est-ce que ça nous donne de beau? Alors, regardez en même temps que moi avant de l'écrire. Vous avez un terme x1 de point plus un terme x2 de point. Qu'est-ce que vous remarquez pour la suite si vous sommez membre à membre ces deux équations? Pourquoi ça risque de simplifier les choses? Oui? Voilà, exactement. On va faire un changement de variable, il n'y aura plus qu'une variable. Si vous avez vu ça d'avance, super,
Vous saurez le voir dans n'importe quel problème. Alors j'y vais, j'écris quand même d'abord explicitement les choses. Ça fait donc x1 2 points plus x2 2 points plus la même chose avec 2 oméga 0 carré, x1 plus x2. Ensuite, la même chose avec moins oméga 0 carré, x1 plus x2. Et à droite, il me manque de la place. Donc à droite, j'ai juste oméga 0 carré psi. Voilà. Donc, bon, déjà on remarque qu'on peut simplifier, mais même avant de simplifier, on remarque qu'on a furieusement envie d'appeler ça autrement. C'est une variable qu'on va introduire. Alors, je l'ai appelé petit u. Voilà, ça c'est aussi petit u. Évidemment, ça, c'est la dérivée seconde de petit u. Voilà, je vais l'appeler comme ça, par définition. Donc, avec cette simplification, j'obtiens u de point plus 2 oméga 0 carré u est égal, non, 2 oméga 0 carré moins oméga 0 carré, hop, ça fait juste plus oméga 0 carré u est égal à oméga 0 carré psi. Voilà. Alors, tiens, on va traiter celle-là. Allez, on la traite après, on la garde pour mémoire ici, au frais. Et on va faire la même chose maintenant par différence de 1 et 2, de même. Si je fais la différence des deux équations 1 et 2, alors ce qui n'est pas génial, c'est que je viens d'effacer l'équation 1. Donc ça nous donne x2 points moins x1 2 points plus 2 oméga 0 carré facteur de x2 moins x1 et moins oméga 0 carré facteur de x1 x1 non x2 moins x1. Alors, il faut que je fasse la... Ah oui, je dis 1 moins 2, je fais 2 moins 1 en fait. Allez, ok, 1 moins 2, 1 moins 2, 1 moins 2, 1 moins 2, et donc 1, bah là il y a un plus, alors donc dans ce cas c'est x1, ici c'est 1, moins 2, si c'est ça, voilà, comme ça. Et il reste le terme à droite égale oméga 0 carré psi. Voilà. Vérifiez en même temps que moi. Égale oméga 0 carré psi. Oui. Voilà. S'il y en a un qui ne trouve pas ça, me dites. Ok, c'est ça. Donc, bien sûr, ça donne envie de poser V égale x1 moins x2. Donc, on obtient V de point plus 2 oméga 0 carré V plus oméga 0 carré V est égal à tout ça. C'est-à-dire, pour simplifier encore, V de point plus 3 oméga 0 carré V est égal à oméga 0 carré psi. Voilà la deuxième équation. Et bien ça y est, on a gagné, on a deux équations différentielles qui sont découplées. Et ça, on sait faire normalement. Alors, normalement. Alors, je vous rappelle que psi, c'est pas n'importe quoi, c'est une oscillation sinusoïdale qui est imposée. Donc, je l'écris avec
avec psi égale π0 cosinus de grand oméga t. Bon. Le grand oméga t, c'est ce qui est imposé, c'est la pulsation du moteur, c'est la pulsation de l'excitation. Alors, ça doit vous faire penser normalement à l'électricité. En électricité, vous avez souvent un générateur sinusoïdal, un GBF, qui vient imposer une certaine pulsation. Sous quelle forme mathématique cherche-t-on les solutions dans ce cas? Des tensions aux bornes de n'importe quel dipôle, des intensités. Voilà, on cherche les solutions sous forme harmonique. Ici? Ah, ben, ce qui est dommage, c'est que j'ai effacé les deux équations dont je suis parti, j'ai juste fait la différence 1 moins 2. Voilà, vérifiez que ça fait ça. Donc, comme on a une excitation sinusoïdale, on va chercher des solutions sinusoïdales de même pulsation. Cherchons, et ça doit vous rappeler normalement l'électricité, c'est la méthode générale de l'électricité, hein, ce que vous avez fait avec M. Schneider pendant un bon bout de temps en première année. Donc, cherchons les solutions pour U et V de t sous forme sinusoïdale. C'est le régime forcé, sinusoïdal. Régime forcé, c'est toujours la même chose qu'on fait. Donc on cherche par exemple, on va dire que U, on va l'écrire sous la notation complexe, dont vous avez l'habitude depuis la première année. U, c'est un certain U0 complexe, exponentiel, J oméga t. Après extinction du régime libre, pour reprendre les termes de l'électricité, vous avez le régime forcé, de même pulsation. Alors évidemment, on va écrire aussi V égale grand V0 exponentiel J grand oméga t. Eh bien, il n'y a plus qu'à injecter ces expressions là-dedans et là-dedans. Voilà, j'avais déjà les équations 1 et 2, je vais appeler ça les équations 3 et 4. Alors, cette expression de U, je l'injecte dans l'équation 3, qui figure juste en dessous. Qu'est-ce que ça donne? C'est extrêmement simple, vous avez à dériver 2 fois par rapport au temps, il y a J oméga qui sort 2 fois, je pense que vous en avez l'habitude. Ça nous fait moins oméga carré fois, allez, je recopie, U0 exponentiel J oméga t, plus oméga 0 carré qui doit être égal à oméga 0 carré fois le psi complexe correspondant, je vais l'appeler, donc je vais le noter psi 0 exponentiel J oméga t. Celui-là, je vais le prendre réel. Comme en électricité, si vous imposez, avec un GBF, vous imposez une fréquence de 100 Hz, eh bien, en régime forcé, tout aussi à la fréquence de 100 Hz. C'est exactement pareil. Bon, ici, on peut évidemment simplifier par exponentielle J oméga t partout, et on obtient U0 facteur donc de oméga 0 carré moins oméga carré est égal à tout ce qui est à droite, psi 0. Donc psi 0, c'est l'amplitude de l'oscillation imposée par le vibrateur qui est à gauche. Donc ça nous donne U0 égale psi 0 oméga 0 carré sur, et c'est le dénominateur qui est intéressant, sur, alors quand j'ai dérivé par ici, excusez-moi, quand j'ai dérivé, il faut quand même que je garde des notations cohérentes. C'est là que j'ai fait une erreur. Il faut mettre grand oméga au carré. Est-ce que je l'ai fait ailleurs, l'erreur? Ici aussi. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Donc ça, ce que je viens de trouver, je répète, c'est l'amplitude d'oscillation donc de cette variable U que j'ai introduite avant, que j'ai définie comme la somme de x1 et x2. Alors,
je fais la même chose pour V, donc, de même. J'injecte l'expression de V que j'ai obtenue à droite, je l'injecte dans l'équation 4. Ça me donne un truc analogue. Donc j'ai la même pulsation oméga, je dérive deux fois, ça me donne moins oméga carré plus 3 oméga 0 carré, le tout fois V0, ça y est, j'ai déjà simplifié par exponentielle j oméga t, est égal à psi 0 oméga 0 carré. Et cette fois, j'obtiens donc V0 égale pi 0 oméga 0 carré sur 3 oméga 0 carré moins oméga carré. Voilà, j'ai fait le plus dur, j'ai la solution, parce que maintenant, x1 et x2, il est facile de les retrouver à partir de leur définition. Vous aviez x1 plus x2 qui est égal à u, ça c'était la définition de u, et x1 moins x2, c'est ce que j'ai appelé v. Donc maintenant, on revient aux grandeurs réelles qui sont x1 et x2. Ce petit système d'équations, c'est facile à résoudre. Ça nous fait par demi-somme des deux équations. Si je fais la somme des deux, ça fait 2x1 égale u plus v. Donc ça fait x1 égale u plus v sur 2. Et puis x2, de la même façon, c'est u moins v sur 2. Donc si je veux avoir par exemple x1, voilà, je vais faire la somme des deux expressions que j'ai obtenues. Alors ça, ce sont les amplitudes de vibration, pour l'instant écrites en complexe. Je termine juste ça, à moins qu'il y ait une erreur, oui? Non? Donc, la demi-somme de u et v. Petit u, c'est u0 exponentielle j oméga t. J'écris juste cette fin là, et je vous réponds. Donc, 1,5 de petit u. Alors, petit u, c'est u0 exponentielle j oméga t. Et v, c'est v0 exponentielle de j oméga t. Toujours la même pulsation partout. Donc j'y vais, ça nous fait x1 de t est égal à 1 demi 2. Le u0, c'est ce truc-là. On voit qu'il y a psi 0 oméga 0 carré qui va sortir en facteur. Donc ça nous fait 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré plus 1 sur 3 oméga 0 carré moins grand oméga carré, et le tout exponentiel j oméga t. Oui, non, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous dites? Bah, il est déjà... ah oui, j'ai dit que je l'ai sorti, puis je ne l'ai pas réécrit. Donc, fois psi 0 oméga 0 carré. Je vais le rajouter à droite. Juste, pourquoi est-ce qu'on pose x1 plus x2 égale x1 plus x2 égale x2? Ça, c'est le changement de variable qui nous a permis de découpler les deux équations. Des équations différentielles couplées, ce n'est pas facile à résoudre directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une combinaison linéaire, c'est ça l'idée générale. On fabrique une combinaison linéaire de ces deux équations pour se ramener à des variables découplées. J'avais des équations dans lesquelles figuraient à la fois x1 et x2 dans la même égalité. Ça, c'est une équation différentielle couplée. Et bien, je me suis ramené à deux équations différentielles dans lesquelles ne figure que u ou que v. Voilà l'idée. C'est bon? Alors, cette fonction-là, on ne va pas avoir à la tracer parce qu'elle est déjà sur un polycopier. Mais avant que je vous remonte le polycopier correspondant, regardez un petit peu l'allure. Quand est-ce qu'il va y avoir des trucs intéressants qui vont se passer? Ben, en général, mathématiquement, ça correspond au cas pathologique de la fonction, c'est-à-dire aux divergences mathématiques, comme pour la corde de Meld. Dans l'exercice, enfin dans le paragraphe de cours sur la corde de Meld,
ça devenait intéressant, c'est-à-dire qu'on avait des résonances justement quand le dénominateur s'annulait. Divergence vers plus l'infini. Bon, bah ici c'est pareil. Quand est-ce qu'on a une divergence? Quand grand oméga carré vaut oméga 0 carré, c'est-à-dire quand la pulsation grand oméga vaut oméga 0. Deuxième cas possible, quand ce dénominateur s'annule. Donc, j'écris ça, et après je vous montre le polycopier correspondant. Conclusion. L'amplitude d'oscillation de la masse 1 diverge, ça c'est mathématiquement, donc devient très grande lorsque deux cas de figure. Le premier dénominateur peut être égal à 0. Donc lorsque la pulsation d'excitation grand oméga vaut la pulsation propre oméga 0, ou lorsque grand oméga vaut, quand est-ce que ça s'annule? Quand grand oméga vaut racine de 3 oméga 0. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez donc le système à deux masses que j'ai représenté au départ. Vous l'excitez sinusoïdalement. Je l'excite sinusoïdalement, c'est-à-dire que j'impose un mouvement sinusoïdal du point de fixation de gauche. Qu'est-ce qu'il dit ce calcul? Il dit qu'en général, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que les amplitudes des masses vont rester petites. Sauf pour certaines fréquences que je viens de calculer, qui correspondent aux annulations des dénominateurs ici. Ces deux fréquences, oméga 0 et racine de 3 oméga 0, ce sont d'ailleurs, vous pourriez le démontrer à titre d'exercice, ça serait intéressant, ces deux fréquences-là ou ces deux pulsations-là, ce sont les pulsations des modes propres des oscillations libres correspondantes. C'est-à-dire que vous prenez juste deux masses et trois ressorts, avec deux points fixes au bout, eh bien les modes propres, les modes d'oscillation libre, ils ont lieu à ces deux fréquences-là. Nous, on a fait pire en TD, on a fait trois masses et 4 ressorts. Donc là, c'est plus simple. Vous pourriez retrouver rapidement qu'il s'agit bien de ces fréquences-là. Je reviens au sujet ici. En général, il ne se passe rien, sauf lorsque la fréquence d'excitation vaut donc oméga 0 ou racine de 3 oméga 0. Et dans ce cas-là, les deux masses se mettent à osciller très fort. Alors mathématiquement, elles se mettent à osciller jusqu'à l'infini. Bon, mais là, on n'a pas tenu compte des frottements, donc elles se mettent juste à osciller très fort. Autrement dit, on dit que les deux fréquences de résonance, c'est celle-ci, et elles correspondent aux deux fréquences des modes propres d'oscillation libre correspondants. Alors, on écrit cette petite conclusion, puis après je réponds aux autres questions. Et puis, je vous montre le schéma. Il y a un schéma quand même. Les valeurs d'oméga, vous avez trouvé comme tout et après l'infini, c'est ça? Voilà, les deux valeurs des pulsations ou des fréquences de résonance que j'ai obtenues, j'ai dit qu'elles correspondent au cas de figure où x1 tend vers 0, tend vers l'infini. Quand l'amplitude d'oscillation d'une masse tend vers l'infini, quand elle devient très grande, je dis que j'ai atteint une résonance. Je vais faire une petite phrase correspondant à ça. Donc mathématiquement, vous regardez quand est-ce que ça diverge. Comme pour la corde de Mel, on a regardé quand est-ce que l'expression de l'amplitude d'oscillation de la corde divergeait. Voilà, alors ça correspond à ce qui est en bas à gauche là, dans ce polycopier. Ici, vous avez donc x1, en fait c'est la valeur absolue de l'amplitude maximum de ce x1, je vais écrire, pour faire le lien avec le schéma, x1 de t, c'est x1 exponentielle j oméga t. On peut dire x1 max. Voilà. Eh bien, ce qui est représenté sur ce schéma, il y a juste marqué x1. Ce n'est pas un schéma qui vient de moi, donc je l'ai pris tel quel, il y a marqué x1, j'ai adapté mes notations au fur et à mesure. En fait, ici, au lieu de x1, vous pouvez noter valeur absolue de x1 max. Voilà, c'est l'amplitude de vibration de la masse 1. C'est une vibration sinusoïdale, donc on dit juste l'amplitude.
Ce n'est pas l'amplitude à un instant donné, c'est l'amplitude maximum. Oui? Oui, oméga, c'est l'approximation de propre de l'ensemble quand il est à... Pas oméga, c'est oméga 0 et racine de 3 oméga 0 correspondent au mode propre. Donc vous pouvez le faire à titre d'exercice. C'est pas dur, j'insiste là-dessus parce qu'on a fait pire en TD. En TD, on a fait 3 masses, 4 ressorts. Ben, regardez ici. Vous avez un système de 2 masses, 3 ressorts. Ça, c'est le système libre, non excité, correspondant à ce que je suis en train de traiter. Hein? On peut dire que l'excitation est nulle. Voilà, ce point ne bouge pas. Si vous calculez les fréquences des modes propres ou les pulsations propres correspondant à ce système, vous inspirez pour ça du TD qu'on a fait. C'est plus simple, ce n'est pas n égale 3, c'est n égale 2. Vous allez trouver, pour les pulsations propres, ces deux valeurs-là, oméga 0 et racine de 3 oméga 0. Donc ce que je viens de montrer dans ce cas particulier, c'est que les fréquences de résonance, et on les appelle comme ça parce que l'amplitude devient très grande pour ces fréquences-là, les fréquences de résonance sont identiques aux fréquences des modes propres des oscillations libres. Voilà. Donc, sur ce schéma, vous voyez, il y a x1, donc vous avez corrigé, c'est la valeur absolue de x1 max. Le grand oméga, c'est la pulsation d'excitation. Et il y a deux fréquences qui apparaissent pour lesquelles les amplitudes deviennent mathématiquement infinies. Alors, ces deux fréquences ou ces deux pulsations, elles sont notées sur le schéma oméga 1, oméga 2. Je change de couleur pour faire référence au schéma. Ça, c'est le oméga 1 du schéma. Et ça, c'est le oméga 2 du schéma. Vous apercevez que, exactement de la même façon, x2, tiens, je vois que ça ne passe pas à l'impression, mais il y a marqué en dessous variation de x2 en fonction d'oméga. Et bien c'est pareil ici, vous pouvez mettre valeur absolue de x2 max et on obtient une courbe qui a à peu près la même tête. Mais pas tout à fait. Ce qui est remarquable, c'est qu'il existe une pulsation d'excitation pour laquelle la masse 1 ne bouge pas du tout. Il est possible donc d'exciter sinusoïdalement le ressort de gauche de façon à annuler la vibration de la masse 1. Par contre, la masse 2, elle bouge toujours. Voilà ce que dit le graphique de droite. Alors, comment obtenir ce graphique-là? Vous faites exactement la même chose que moi, sauf que vous calculez x2 de t, faites-le à titre d'exercice, c'est immédiat. Au lieu de calculer u plus v sur 2, vous exprimez u moins v sur 2. Voilà, et vous l'avez. C'est exactement la même chose. Moi, ce qui m'intéresse que vous reteniez maintenant, c'est que les fréquences qu'on a obtenues, qui donnent une amplitude quasiment infinie, qu'on appelle les fréquences de résonance, ce sont les fréquences des modes propres des oscillations libres correspondantes. Donc, je vous le dis que ça me repose un petit peu. Résultat général, les fréquences de résonance obtenues par oscillation forcée sont identiques aux fréquences des modes propres pour les oscillations libres. C'est-à-dire que vous prenez le même système, vous arrêtez de l'exciter, vous obtenez un système libre, et bien les fréquences et les pulsations propres que vous obtenez sont identiques aux fréquences de résonance qu'on obtient dans le cas du régime forcé. Alors, je reviens, oui, votre question? Oméga et oméga 2 sur les deux schémas sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Pourquoi? Ça se voit ici directement. Ici, on a fait U plus V. Ça va se changer en U moins V. Vous aurez juste un signe moins ici, mais les mêmes dénominateurs. Donc, ce sont bien les mêmes fréquences, oméga 1, oméga 2. Autre question? Je vais passer à l'analyse spectrale. Exemple. Je vais reprendre l'exemple d'une corde de guitare donc, qui est fixée à 2 points fixes. Une corde de piano, ça serait pareil. Exemple de la corde de guitare, de longueur L. Donc, quand je me suis intéressé aux oscillations libres de ce système, j'ai démontré que la solution pouvait toujours se mettre sous la forme d'une somme de modes propres. Donc, la solution, c'est quoi? C'est la description mathématique de l'amplitude de vibration d'un point de la corde au cours du temps. C'est ce que je vais noter. Alors, je vais le noter d'abord en notation réelle, psi de x et de t.
Alors je dis c'est une somme de modes propres. Eh bien, les modes propres, j'ai expliqué pourquoi on pouvait toujours les écrire sous la forme suivante. Pour le mode propre numéro P, c'est un certain coefficient, une certaine amplitude AP fois cosinus de la pulsation propre P fois T, cosinus oméga P T, plus un terme en sinus. Voilà, ça c'est la partie concernant le temps, et tout ça multiplié par une fonction sinusoïdale qui ne dépend que de l'espace. Alors, si j'ai bien deux points de fixation, en x égale à 0 et en x égale L, je n'ai qu'un certain nombre de possibilités pour le vecteur d'onde correspondant, et j'obtiens sinus de Kp fois x. Ça, c'est la description mathématique uniquement du mode propre numéro P. Mais l'équation de d'Alembert, puisque pour la corde, je peux appliquer l'équation de d'Alembert, c'est un système continu, l'équation de d'Alembert est une équation linéaire, donc toute somme de modes propres, ils sont tous indépendants, est aussi solution. Donc la solution mathématique la plus générale, c'est la somme pour P allant de 1 à l'infini de ces modes propres. Alors, en considérant les conditions aux limites, j'ai montré précisément, conditions aux limites, quand j'ai écrit que le point d'abscisse x égale grand L, c'est-à-dire le point de fixation de la corde, ne bougeait pas, j'ai expliqué pourquoi le K indice P, c'était P fois x sur grand L. Bon, ça se voit immédiatement, si vous faites x égale grand L dans cette équation, vous obtenez, bah oui, ça ne va pas, il faut obtenir P fois pi. Donc, c'est P fois pi fois x. Ah oui, non, mais ça, c'est juste Kp, donc P fois pi sur grand L. Du coup, le Kpx, c'est P fois pi x sur grand L. Voilà. Donc, on voit immédiatement que c'est une bonne solution, ça, parce que si vous faites x égale grand L, vous obtenez P fois pi, ici, et sinus de P fois pi, ça fait bien 0. Donc, c'est bien ça la condition qui donne le vecteur d'onde du mode propre P. Comme cette solution doit être donc solution aussi de l'équation de d'Alembert, eh bien, on a toujours le lien entre oméga et P, que je réécris, et oméga indice P, ben, c'est le vecteur d'onde multiplié par la célérité des ondes. Voilà la solution la plus générale. Alors oui, c'est une tête compliquée, hein, mais il va falloir s'habituer à ça. Vous verrez peut-être pire après. Hein, qui sait. Quand est-ce que je me suis servi de l'équation d'Alembert? J'ai dit ici que l'équation d'Alembert étant linéaire, une somme de solutions, c'est encore solution. Et du coup, la somme des modes propres donne bien une solution encore. C'est la solution la plus générale. Et je me sers de l'équation d'Alembert quand j'écris ça. Parce que ça résulte du fait que les perturbations qui se propagent sur une corde obéissent à l'équation de d'Alembert. Oui, c'est le lien entre oméga et K. Hein, ça résulte de l'équation de d'Alembert aussi. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est concrètement, j'ai une corde de guitare ou une corde de piano ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui va différencier les oscillations de la corde de guitare par rapport aux oscillations de la corde de piano? Eh bien, c'est ce qu'on en fait au départ. Voilà, alors très bien, j'en étais pas encore jusque-là, mais ce qui va les différencier, effectivement, pour un piano, on vient frapper une corde. Pour une corde de guitare, on lâche une corde. Donc on la lâche alors qu'elle est immobile à l'instant où on la lâche, mais on la lâche dans une certaine position qui n'est pas sa position d'équilibre. La corde de piano, c'est exactement le contraire. Elle est dans sa position d'équilibre. À l'instant t égale à 0, on va imposer une certaine vitesse sur un morceau de la corde. Ben ça s'appelle les conditions initiales. Et elles sont un peu plus compliquées, et même franchement plus compliquées, n'ayons pas peur des mots, que ce que vous avez fait en mécanique jusque-là. Mais pour ça, il y a des théorèmes de mathématiques fabuleux, que je vous ai d'ailleurs donné dans un précédent polycopié, c'est les théorèmes dits de Fourier, hein, sur les séries de Fourier dont on va se servir tout de suite. Alors, comment obtenir ces coefficients A, P et BP
p allant de 1 à l'infini. Il y en a une infinité. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors oui. Entre les deux cordes, j'y reviendrai après, mais donc il y a des musiciens ici qui savent qu'une corde de guitare, on la lâche alors qu'elle a une vitesse nulle au départ, mais on la lâche d'une position qui n'est pas sa position d'équilibre. Une corde de piano, c'est un petit peu l'inverse parce que elle a sa position d'équilibre au départ et à l'instant t égale à 0, on va imposer par un marteau qui va frapper un petit morceau de la corde, on va imposer une vitesse à un certain morceau de corde. Voilà. Et le reste de la corde va se débrouiller avec ça. Je vous montrerai les dessins correspondants, si ça ne vous parle pas. Oui? Alors, si on fait du piano en passant les cordes, ça s'appelle un clavecin. Comme je viens de le dire, ce qui détermine effectivement ces coefficients, donc les oscillations ultérieures, ce sont les conditions initiales. Donc, on va les écrire. Conditions initiales. Eh bien, on va regarder quelle est, par exemple, la forme de la corde à l'instant 0. En général, on sait comment on lâche la corde. Donc, on sait de quelle position on la lâche. Qu'est-ce que ça vaut à l'instant t égale à 0? Ça simplifie un petit peu l'expression. Or, psi, alors je l'écris en réel, donc je vais tout garder en réel. Psi de x à l'instant 0, qu'est-ce que ça fait? Regardez ici, ça simplifie. Pourquoi? Si vous faites t égale à 0 là-dedans, tous les coefficients là, bp sinus oméga t, on peut les oublier. Il reste juste les ap fois cosinus de 0 qui vaut 1. Pas mal simplifié. Donc ça nous fait somme sur tous les modes propres de ap fois sinus de k indice p fois x. Alors, ce k indice p, j'ai dit tout à l'heure que k indice p, c'était p fois pi fois x sur L. Bon, moi, je voudrais faire apparaître la périodicité spatiale de cette fonction sinus. Je sais qu'un sinus, c'est périodique, période de pi. Donc, je vais écrire que c'est p fois 2pi fois x sur 2L. Donc, je m'aperçois que la périodicité spatiale de cette fonction, c'est 2L. Alors, bon, je peux le réécrire. Allez, je vais écrire comme ça. Donc, égale somme de p égale 1 à l'infini de ap sinus de p fois 2pi fois x sur 2L. Voilà, tout ça, c'est une fonction périodique dans l'espace, bien sûr, de période 2L. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler s'il vous plaît ce que vous avez multiplié par 2? Alors, ce que je veux faire apparaître, c'est la périodicité spatiale de cette fonction, la périodicité de la fonction sinus kpx. Donc, je l'écris de façon à faire apparaître cette périodicité. Pourquoi? Parce que si vous faites x donne x plus 2L, si vous augmentez x de 2L, alors l'argument du sinus augmente de 2pi. Or, la fonction sinus, c'est bien une fonction de 2pi périodique. Donc, je vois comme ça, en l'écrivant sous cette forme-là, que cette fonction-là est bien 2L périodique. Toute cette fonction-là est une fonction de période 2L. C'est une fonction de l'espace. Je veux trouver le coefficient AP correspondant. C'est une fonction de période 2L. Donc, premièrement, fonction périodique, j'ai sa période, c'est 2L. Eh bien, là, il faut se reporter au petit polycopier que je vous ai donné. Bon, je vous donnerai, quand il y aura besoin de faire ces calculs en exercice, je vous donnerai les formules correspondantes. C'est les formules dites des séries de Fourier, que vous verrez largement en mathématiques dans pas longtemps. Donc, on applique ici le théorème de Fourier à cette fonction périodique de période 2L. Ici, on a une expression de la fonction psi uniquement en sinus. Autrement dit, c'est une fonction impaire qu'on doit obtenir. Une somme de fonctions impaires, c'est une fonction impaire. Donc, notre fonction psi
qui, elle, n'est définie que sur l'intervalle mathématique x égale à 0 jusqu'à x égale L. Il faut que je la prolonge en une fonction impaire. Ici, psi de x à l'instant 0 doit être prolongé en une fonction impaire. Pourquoi? Parce que j'ai un développement en sinus. En une fonction impaire sur l'intervalle. Donc, moins L, L. Dans ce cas, voir polycopier. Eh bien, les mathématiciens, ou en fait là, un physicien, c'était Fourier qui a inventé ça en réalité, les physiciens, comme Fourier, ont compris que ce coefficient, alors c'est pas très compliqué à calculer, hein, la démonstration tient en 1 page et demie dans le polycopier que je vous ai donné. Le AP, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 2 sur la période 2L, somme sur une période, donc de moins L à L, de psi de x0 fois le sinus de tout ça, donc sinus de P de pi x sur 2L. Voilà, c'est une petite intégrale. C'est pas compliqué, ça peut être emmerdant à calculer, mais c'est pas compliqué. Donc souvent, si on a effectivement affaire à une fonction un petit peu compliquée, on prend son ordinateur, il y a des logiciels, Mathematica, MATLAB, etc., qui vont calculer ça en moins de 2. Hein, le problème sera résolu mathématiquement très vite. Ce qui importe, c'est de comprendre le principe. Hein. Voilà la méthode, ça c'est ce qu'on appelle une intégrale de Fourier. Hein, c'est un coefficient de Fourier qu'on vient de calculer. AP, c'est un coefficient de Fourier. Voilà. Donc il faut savoir qu'on a une recette pour calculer les coefficients A comme ça. Cette fonction, j'ai dit qu'elle était impaire, donc je peux simplifier un petit peu son écriture. Si c'est une fonction impaire que j'intègre entre moins L et L, je peux aussi dire que, puisque psi est impaire, je me ramène à la fonction psi réelle, physique, en disant que c'est égal à 2 fois l'intégrale sur 0L. Puisque ça, c'est une fonction impaire. Une fonction impaire fois une fonction impaire, ça fait une fonction paire. Hein, vous maîtrisez ça. Donc ça nous fait 4 sur 2L, c'est-à-dire 2 sur L, somme de 0 à L de psi de x0 fois sinus de P de pi x sur 2L. Voilà, prochain TD, on applique ça à une corde de piano. Alors, ça, c'est un des deux coefficients. Comment obtient-on l'autre coefficient? Je vous donne le principe, puis après, on fera donc, en TD, dans le cours suivant, un autre exemple, un exemple concret. De même, on connaît la vitesse initiale de la corde, s'il s'agit d'une corde. Donc, psi point de x à l'instant 0. Or, cette fonction-là, je l'obtiens en dérivant l'expression générale que j'ai obtenue. Donc, je rappelle, hein, j'avais dit psi de xt égale somme des AP cosinus oméga p fois t plus bp sinus oméga p fois t, le tout sinus kp fois x. Bon, je la dérive par rapport au temps, cette expression. Ça, c'est connu. Donc, j'en déduis en dérivant par rapport au temps. Psi point de xt égale somme pour p allant de 1 à l'infini 2. Je vais dériver cette expression par rapport à t. Alors, j'ai le droit de dériver sous le signe somme. Ce n'est pas évident a priori parce que c'est une somme infinie, mais vous montrerez, chapitre, série de Fourier, mathématiques, qu'on a le droit dans ce cas-là. Donc, c'est égal à somme
pour p allant de 1 à l'infini, de la dériver par rapport au temps de ces trucs-là. Alors ça nous fait moins AP oméga p sinus oméga p fois t, plus BP oméga p sinus de oméga p fois t, cosinus, très bien, et le tout multiplié par le sinus de kp fois x qui n'a pas changé. Bon, maintenant, ce que je connais comme condition initiale, c'est juste à l'instant 0. Donc, psi point de x à l'instant 0, c'est-à-dire la vitesse initiale d'un bout de corde à l'instant 0, d'un bout de corde d'abscisse x à l'instant 0, c'est donc quelque chose d'assez simple, en fait, enfin relativement simple, pas exagérer. Ici, vous faites t égale à 0, tous les termes en sinus disparaissent. Et les termes en cosinus, ils sont tous égaux à 1. Donc ça nous fait somme des bp oméga p sinus de kp fois x. Eh bien, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Ce coefficient-là, je vais le baptiser, par exemple, bêta indice P. Et je reconnais un développement en sinus, ce qu'on appelle un développement en série de Fourier en sinus, de la fonction psi point à l'instant 0. Voilà. Donc, je terminerai par ça. Donc, voire poli, sur les séries de Fourier, le coefficient bêta indice P, c'est de la même façon 2 sur 2L, somme de moins L à L, de la fonction psi point de x à l'instant 0, multiplié par sinus de kpx dx. Une fois que j'ai le coefficient bêta, eh bien, je vais en déduire, puisque bêta c'est juste bp fois oméga p, je vais en déduire le coefficient bp, donc c'est bêta indice p divisé par oméga p. Ben, ça y est, j'ai au moins en principe, et on va l'appliquer à une corde de guitare, à une corde de piano, on s'arrêtera là, on a au moins en principe la méthode donc, pour déterminer tous ces coefficients, donc pour déterminer psi à n'importe quel instant et n'importe quel endroit. Alors, application de ces formules d'analyse spectrale, on s'intéresse au cas d'une corde de piano qui est frappée par un petit marteau. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc la corde de piano, initialement, elle est parfaitement horizontale. Tous les points ont une altitude qu'on va noter 0. Et ils ont une vitesse qui est également nulle, sauf à l'endroit, bien sûr, où on frappe avec le marteau. Donc on dit dans cet exercice que à l'instant 0, on va considérer que seuls les points dont les abscisses sont comprises entre l'abscisse A et l'abscisse A plus E, E étant l'épaisseur du marteau, vont être éjectés à une certaine vitesse qu'on va noter U. Tous les autres points, à l'instant t égal à 0, ont une vitesse nulle. Alors, on part de l'expression classique que l'on a vue en cours, et il suffit d'écrire ce qui se passe à l'instant t égale à 0. Donc on voit sur cette formule que, en remplaçant t par 0, on obtient simplement une formule où tous les sinus n oméga t sont égaux à 0, et donc il reste, avec cosinus n oméga t, les cosinus valent tous 1 par contre, donc ça nous fait simplement somme des an sinus de nkx pour n donc allant de 1 à l'infini. Alors, je ne vais pas faire la démonstration explicitement ici, mais il est clair qu'une solution possible, c'est que an, les coefficients an sont tous nuls. Évidemment, si les coefficients an sont tous nuls, cette fonction s'annule. Et donc, avec les relations de Fourier, on peut montrer que ces coefficients sont uniques. Donc, je ne vais pas écrire le détail du calcul pour ce cas-là. Donc, tous les an sont égaux à 0, et déjà, on peut simplifier la formule. Alors, deuxième question, on va écrire explicitement la vitesse à partir de cette expression. Donc, j'obtiens, en dérivant par rapport au temps, y point de x à l'instant t, c'est égal à... Alors, bon, il se trouve que
Mathématiquement, je peux dériver sous le signe somme, c'est une somme infinie, donc a priori c'est pas évident, mais bon, mathématiquement on peut montrer qu'on a les conditions de convergence uniforme pour cette série, donc on peut y aller, on peut dériver à l'intérieur du signe somme. Donc je dérive par rapport au temps, ça nous fait somme des bn facteur de n oméga fois cosinus de n oméga t, et donc si je m'intéresse à la valeur initiale de la vitesse, cosinus de n oméga t, ça fait 1, puisque cosinus de 0, ça fait 1. Donc il nous reste sinus de n kx dans la formule. Voilà la vitesse de n'importe quel point à l'instant 0. Alors il est évident que physiquement, la position ou la vitesse ne sont définies que pour les points de la corde, c'est-à-dire les points dont les abscisses sont comprises entre 0 et L. Maintenant, là, on a une représentation mathématique de la position et de la vitesse qui est définie sur tout l'ensemble des réels, x allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc il s'agit bien sûr d'un prolongement des fonctions physiques. Alors on voit aussi que avec la variable x, ce prolongement, c'est un prolongement qui est périodique. Avec quelle périodicité? Eh bien, il suffit de voir que le nkx qui est dans l'argument du sinus, je peux aussi l'écrire n fois 2pi fois x sur 2l. Alors on voit bien sur une expression comme ça que la fonction sinus à laquelle on a affaire ici, c'est une fonction périodique de période 2l. Pourquoi? Parce que si x augmente de 2l, alors l'argument du sinus augmente de 2pi, et on retombe bien sur la période du sinus. Donc en réalité, cette fonction-là, comme celle-ci, considérée comme fonction de x, ce sont des fonctions périodiques de période 2L et qui sont en plus des sommes de fonctions impaires. Donc ce sont des fonctions impaires. Donc on prolonge en fait mathématiquement les fonctions physiques réelles par des fonctions impaires périodiques de période 2L. Donc on va pouvoir écrire, on va pouvoir utiliser les coefficients de Fourier en ayant en tête que ces fonctions-là sont des fonctions impaires. Alors, comment trouver le coefficient de Fourier en sinus ici? Eh bien, j'utilise le formulaire, je trouve que bêta n, c'est égal à 2 sur la période, on vient de voir que la période en x c'est 2L, fois intégrale entre moins L et L, c'est l'intégrale sur une période, de la fonction y point de x en fonction de x est à l'instant 0, et multiplié par sinus de nkx dx. Alors, je remarque que cette fonction et cette fonction, ce sont deux fonctions impaires, puisque, encore une fois, on a prolongé, ici on a écrit y point comme une somme de fonctions impaires, donc c'est une fonction impaire. Le produit de deux fonctions impaires, c'est une fonction paire, donc je peux écrire que bêta n égale 2 sur 2L, ça fait 1 sur L, et l'intégrale entre moins L et L, pour une fonction paire, eh bien c'est la même chose que 2 fois l'intégrale entre 0 et grand L. Donc intégrale de toujours y point à l'abscisse x à l'instant 0, qui multiplie sinus de nkx dx. Alors il faut se rappeler maintenant que la vitesse est nulle partout sur la corde à l'instant 0, sauf entre les abscisses a et a plus e. Donc il est clair que je peux remplacer dans cette intégrale, je peux remplacer les bornes par a et a plus e. Et là on voit qu'on va intégrer cette fonction sur finalement sur un intervalle qui est tout petit. Cet intervalle il a une taille e, or cette fonction entre a et a plus e, elle vaut tout simplement u, donc je vais réécrire ici, ça fait bêta n égale 2 sur L, u c'est la vitesse initiale de la tranche qui est comprise entre les abscisses a et a plus e, donc je la sors de l'intégrale, intégrale entre a et a plus e de sinus de nkx dx. Alors je rappelle ici que k c'est pi sur L, donc ça je peux l'écrire npi fois x sur L. Entre a et a plus e,
Eh bien, en fait, cette quantité-là varie très peu. On peut écrire, par exemple, que npx sur L, c'est compris entre npi fois a plus e sur L et npi fois a sur L. Donc, si on admet que E est petit, eh bien, cette quantité est quasiment égale à cette quantité-là, si E est petit devant grand L. Donc, je peux confondre allègrement ces trois expressions et dire que bêta n est quasiment égal à 2 sur L fois U fois le sinus de nka et multiplié par la largeur de l'intervalle qui vaut E. Donc 2E sur L fois U, sinus de nka. Alors maintenant, je reviens à la définition du coefficient bêta. J'avais en fait Bn est égal à bêta indice n sur n oméga. Et donc j'en déduis que Bn est égal à 2EU sur n oméga grand L sinus de nka. Donc j'ai plus qu'à injecter cette expression dans l'expression générale de y et j'obtiens l'expression suivante dans laquelle ici j'ai recopié le coefficient Bn. On a ensuite le terme temporel puis le terme spatial. Alors mathématiquement ça fait une expression qui est assez compliquée mais c'est facile de programmer ça sur ordinateur. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai programmé sur Excel les 25 premiers termes de cette série. Et donc je fais évoluer le paramètre temps au fur et à mesure. Alors on voit qu'on a une bosse initiale qui commence à s'étaler dans les deux sens. Et le bord gauche de la bosse arrive sur le point fixe, le point d'attache de la corde à gauche, et finit par rebondir dessus. Donc la perturbation se déplace ensuite vers la droite. Elle atteint le bord droit de la corde et finalement elle se renverse avant de continuer sa propagation. Donc on vérifie comme ça que le résultat physique est bien retrouvé à partir de cette expression un peu compliquée.